Alors, j'ai le plaisir immense d'accueillir Patrice Caine, le jeune et talentueux PDG de Thales. Je vais essayer de résumer un peu ce qu'est Thales à ma façon. C'est un groupe de technologie qui réalise, et je parle sous le contrôle de Patrice Caine, qui réalise à peu près 15 milliards de chiffre d'affaires environ. Et c'est plus particulièrement un groupe qui crée des logiciels critiques, souvent durcis, qui équipe aussi bien des matériels militaires, des avions, des chars, des hélicos, et aussi dans le civil, donc toute l'aviation commerciale et des hélicos civils, et qui équipe également des matériels roulants, trains et métros. Bref, je ne me trompe pas si je dis que c'est un groupe au cœur de la transition numérique. Alors, pour commencer notre débat, Patrice Caine, j'ai une question qui intéresse vraiment tout le monde. En tout cas, on est tous impatients de savoir si la numérisation va être un moteur de création d'emplois. Est-ce qu'il permettra également de relocaliser, de rapatrier des usines en Europe? Merci Michel pour cette description de Thales. Je vais dire quelques mots sur notre contexte en France, en Europe, parler un peu de l'expérience de Thales, parce que je me nourris de cette expérience aussi pour en tirer à la fin de cette petite introduction quelques enseignements sur ce qui pourrait nous aider effectivement à prendre en France, en Europe, toute notre part dans cette industrie qui est en train de se construire, cette industrie du digital. D'abord, je pense qu'on a énormément d'atouts en France. Quand je dis en France, je dis souvent aussi en Europe, parce que il ne faut pas se limiter, je dirais, aux frontières de notre pays. Énormément d'atouts. Et il y a de ce point de vue-là aucune raison de ne pas avoir énormément d'espoir sur notre capacité en Europe à jouer un rôle de premier temps dans ce monde du digital, dans ces technologies du digital. Alors quand je regarde ce qui se passe un peu plus près de chez nous, en France, d'abord on a un écosystème qui se met en place, c'est un point assez important, avec des pôles de compétitivité, avec des initiatives comme Cap Digital, comme l'ITR Systemix, comme la dernière initiative qui a été lancée sur le plateau de Saclay, qui s'appelle, qui est relatif à un pôle d'intelligence artificielle, Digitech. Premièrement. Deuxièmement, on a, au-delà de cet écosystème, ce que j'appelle les acteurs académiques de première classe, de premier rang mondial. Voilà. Et ça aussi, c'est un point de départ très important dans ces technologies du digital, dans ce monde. On peut citer l'INRIA, par exemple, très connu dans le domaine, mais aussi le CEA, qui investit beaucoup dans ces technologies, l'UPMC, qui est vraiment au meilleur niveau mondial, l'ensemble de disciplines mathématiques, et puis aussi, bien sûr, le CNRS. Troisièmement, on est en train, ou le gouvernement a lancé une initiative au début de l'année pour mettre en place une filière avec France IA pour commencer à se structurer. Et je vous dirai un peu plus tard pourquoi je pense que c'est très important. Au-delà de ça, on a la chance d'avoir des figures aussi emblématiques dans ce domaine-là, qui peuvent nous inspirer, qui peuvent inspirer aussi les jeunes pour s'investir dans ces domaines. Alors on cite souvent une personne ou des personnes célèbres ou devenues célèbres, on va dire ça comme ça, comme Yann Lequin qui dirige le département d'intelligence artificielle de Facebook, mais il y en a d'autres. Je pense à des personnes comme Jean-Marie Hulot qui, paraît-il, a été l'inspirateur de l'iPhone. Il l'aurait susurré à l'oreille de Steve Jobs. Bon, simplement, c'est vrai que les personnes que je viens de citer et d'autres ont souvent été aspirées aux États-Unis. Et donc, une des questions est de savoir comment on peut, et il n'y a pas de fatalité, faire que ces talents restent aussi en France et en Europe. On a la chance, je pense, aussi d'avoir de grands industriels dans notre pays qui sont ce que j'appelle des intégrateurs de technologies, que ce soit dans le domaine de la pharmacie, de l'environnement, de la finance ou dans nos domaines plus proches de nos centres d'intérêt, la défense, l'aéronautique, le spatial, des groupes capables d'intégrer ces fameuses technologies du digital pour en tirer de nouveaux usages ou de nouvelles applications. Par contre, et j'apporte une petite nuance, je pense ou j'ai l'impression qu'il y a peu ou pas assez
de groupes, de grands groupes, qui sont ce que j'appelle digital par nature. C'est pas uniquement capable d'intégrer, d'ingérer ces technologies, mais aussi de, je dirais, faire de la recherche, et notamment de la recherche fondamentale sur ces technologies. Alors, je vais parler de Thales, parce que c'est comme Thales que je connais le mieux. Je pense que Thales, typiquement, est un groupe digital par nature. Quand je regarde ce qu'on fait, nous avons 25 000 personnes en recherche et développement, recherche et technologie. Il y en a plus de 18 000 qui se consacrent aux disciplines scientifiques et techniques issues des systèmes à logiciels prépondérants. Donc vraiment de ces disciplines du digital fondamental que sont les systèmes à logiciels prépondérants. Mais effectivement, c'est pas tout. La recherche fondamentale, on en fait sur une des disciplines, alors qui est devenue à la mode, pour autant, quand on a commencé, c'était pas la mode, qui est l'intelligence artificielle. Notamment dans un laboratoire, et je vais vous montrer une petite vidéo qui est assez, je dirais, qui illustre bien ces travaux, qui est issue d'une équipe de recherche qui est dans un laboratoire mixte entre CNRS et Thales. Alors c'est un laboratoire qui est connu dans sa spécialité, qui travaille sur les matériaux ferromagnétiques, entre autres parce que il a donné lieu, ou il a eu en son sein un prix Nobel, Albert Fert. Donc, peu de groupes industriels qui ont un prix Nobel dans leur mur, hein, même si on le partage avec le CNRS, on est très fiers, qui lui-même avait travaillé sur la magnétorésistance géante, qui a donné lieu ensuite au disque dur dans vos ordinateurs. Ce laboratoire a continué à travailler sur ces matériaux ferromagnétiques et a trouvé quelque chose d'assez extraordinaire, à savoir des synapses artificielles de taille nanométrique. Alors je vous propose de regarder la petite vidéo pour illustrer ce point-là, et puis je reprendrai après le cours de cette introduction. Est-ce que vous... À l'unité mixte de physique CNRS Thales, il y a des chercheurs de Thales, des chercheurs du CNRS comme moi. Nous travaillons ensemble au quotidien, nous partageons laboratoire, équipement, nous confrontons nos idées entre recherche fondamentale et appliquée, et donc c'est vraiment extrêmement fructueux. Nous avons réussi pour la première fois à réaliser des nanoneurones et des nanosynapses. La raison pour laquelle c'est important, c'est qu'aujourd'hui, le domaine de l'intelligence artificielle est en pleine explosion. Ces algorithmes sont capables de battre des champions humains à des jeux vraiment complexes comme le Go ou le poker. Cependant, ces programmes, lorsqu'ils tournent sur nos ordinateurs habituels, consomment 10 000 fois plus d'électricité que notre cerveau dont ils sont pourtant inspirés. Les ordinateurs sont constitués de transistors qui sont de simples interrupteurs bien loin de la complexité des synapses et des neurones du cerveau. Il est donc important d'inventer de nouveaux composants qui vont permettre d'imiter de façon électronique les synapses et les neurones. Pour réaliser des systèmes véritablement intelligents, il faut un nombre énorme de ces composants électroniques. En effet, dans le cerveau, il y a une centaine de milliards de neurones. Dans les intelligences artificielles aujourd'hui, il y a 1 million de neurones. Donc le calcul est simple. Ça veut dire que si on veut faire une puce électronique qui est de la taille d'un pouce, il faut que chacun de ces nouveaux composants électroniques soit de taille nanométrique. C'est ce que nous avons fait. Nous avons réussi à réaliser des nanosynapses et des nanoneurones sous la forme de petits cylindres dont le diamètre est 1000 fois plus petit que la taille d'un cheveu. Alors le défi que nous avons dû relever, c'est qu'à ces volumes-là, extrêmement restreints, les composants deviennent capricieux, fragiles, ils sont sensibles aux fluctuations même de la température extérieure. Or, si on veut traiter de l'information de façon fiable, il faut tout de même une certaine stabilité des propriétés des composants. Et pour cela, en fait, nous avons utilisé des matériaux innovants, développés au laboratoire, basés sur des couches magnétiques et ferroélectriques.
Il s'agit de recherche fondamentale. Pour l'instant, nous n'avons assemblé que quelques nanoneurones et quelques nanosynapses. Mais nous avons démontré que malgré leur taille extrêmement réduite et leur petit nombre, ils sont tout de même capables de réaliser des tâches cognitives simples, comme de la reconnaissance de mots, par exemple, prononcés par des personnes différentes. Notre but dans le futur, ça va être d'interconnecter sur silicium un très grand nombre de ces nanoneurones et de ces nanosynapses. Si nous y parvenons, nous aurons ainsi réussi à réaliser des puces électroniques intelligentes, consommant très peu d'électricité, capables d'apprendre et de s'adapter aux situations changeantes et mouvantes du monde réel. Les applications sont multiples. On peut utiliser ces puces pour traiter des données massives, pour diriger des véhicules autonomes, des robots, ou encore dans le domaine médical pour des diagnostics ou même des prothèses. Développer ce projet dans le centre de recherche Thales a été extrêmement stimulant, car en effet il s'agit d'un centre interdisciplinaire où se côtoient au quotidien recherche fondamentale et recherche appliquée. Et pour moi, je pense que c'est vraiment une des clés pour l'innovation. Merci pour l'équipe. Alors, cette petite vidéo n'a pas été faite spécialement pour cette journée, mais j'ai voulu vous la montrer juste pour illustrer effectivement ce que j'entends par recherche fondamentale dans ces domaines-là. Et il y en a de la très belle en Europe, il n'y en a pas que chez Thales, mais il y en a effectivement qui se situent, ce que j'appelle moi, vraiment au meilleur niveau mondial. Alors, d'une façon générale, si on veut arriver, pour répondre à votre question, à créer de l'emploi, à créer des industries nouvelles, finalement, de l'activité nouvelle, je pense que ça passe par la maîtrise de 4 grands pans technologiques qui sont, à mon avis, fondamentaux, 4 piliers, finalement, de ce monde du digital dont on entend beaucoup parler. Premièrement, les technologies dites de connectivité, connectivité ou Internet des objets, si vous préférez. Nous, dans notre monde, on parle plutôt de l'Internet des plateformes, parce qu'on connaît de gros objets, mais tout ça, c'est la même chose, ce sont les mêmes technologies sous-jacentes. Deuxièmement, maîtriser parfaitement toutes les technologies issues, enfin ce que j'appelle les data analytics, dès lors que nous avons de plus en plus de capteurs d'objets numériques, ça génère des données, et en tirer du sens, je dirais aider à la prise de décision, devient de plus en plus important. Troisièmement, c'est un peu la suite après les data analytics, finalement, c'est l'intelligence artificielle. Alors, c'est quoi? Je crois qu'il faut démystifier tout ça, parce que souvent, ça fait un peu peur, l'intelligence artificielle. C'est pas la machine qui va remplacer l'homme partout, hein. Finalement, c'est donner de l'autonomie aux plateformes ou aux objets. C'est permettre à un certain nombre de plateformes ou d'objets de prendre des décisions à la place de l'être humain et avec le même niveau de pertinence. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui ne le sait pas ne peut pas deviner si la décision était prise par un être humain ou par une machine. Donc moi, je préfère parler d'autonomie, et c'est troisième pan technologique très important à maîtriser. Le quatrième étant évident, il est transverse, c'est la cybersécurité. Une fois que vous avez des objets, que vous les avez connectés, qui sont bourrés de numérique, de logiciels, de données, et qu'en plus vous les rendez autonomes, il faut absolument pouvoir garantir l'intégrité des données, des algorithmes, des lignes de code qui est à l'intérieur pour, je dirais, faire en sorte que tout ça marche et surtout soit immune face aux attaques informatiques. Alors, ça passe par des investissements très importants, ça donne lieu à des applications très concrètes. Vous connaissez tous les applications du monde qui nous entoure, hein. La reconnaissance faciale chez Facebook, Shazam, Waze, toutes ces applications qu'on utilise au jour le jour font appel à un certain nombre d'algorithmes de ces disciplines. Ces technologies viennent aussi dans notre monde plus B2B ou B2G. Je vais vous en prendre 3 exemples rapidement. D'abord, dans le monde de l'aéronautique, aujourd'hui les compagnies aériennes se posent la question de la valorisation de leurs données sur les passagers. Je ne sais pas si vous le savez, enfin vous en doutez sans doute, mais les compagnies aériennes connaissent beaucoup de choses sur vous. Vos habitudes, d'abord votre nom, votre âge, votre sexe, où est-ce que vous habitez, vos habitudes de consommation, entre guillemets, quel type de trajet vous prenez, à quelle fréquence, etc. Aujourd'hui et demain, les systèmes de divertissement à bord aussi recueillent énormément de choses sur vous. Finalement, dès que vous interagissez avec un IFE, c'est enregistré. Voilà.
Et donc, comment on peut effectivement utiliser ces données? Une application possible, qu'on a d'ailleurs développée, mis au point pour une compagnie aérienne, c'est de pouvoir proposer à des passagers de consommer leurs miles en fonction, je dirais, d'habitude ou d'envie qu'ils pourraient avoir. Si vous êtes un passager qui fait souvent la navette entre Paris et Marseille, et en plus que vous habitez Marseille, vous pourriez être éventuellement intéressé par aller voir le match OM Lille. Et à ce moment-là, l'application vous propose directement, contre la consommation de quelques centaines de miles, d'avoir un billet pour aller au stade voir le match de foot. Ça augmente votre satisfaction passager et surtout, ou disons par ailleurs, ça permet de diminuer les engagements hors bilan des compagnies aériennes qui revêtent un enjeu économique très important. Des applications dans le domaine du contrôle de trafic aérien, il y en a une qui est en train de se mettre en place, un service qu'on a ouvert, donc bien des nouveaux services, des nouveaux usages, qui consiste à pouvoir permettre aux compagnies aériennes de replanifier leur plan de vol, leur trajectoire en temps réel, en fonction de données qui nous arrivent des différentes autorités de contrôle aérien, des données météo, des données de congestion des aéroports, et faire de la prédiction. C'est vraiment de l'appel, ça, pour le coup, au data analytics. Et puis, troisième exemple, dans le domaine de la défense, cette fois-ci, pour montrer qu'on couvre vraiment toute la palette possible. Dans le domaine de l'imagerie, aujourd'hui, on voit bien, ou on sait, ou il est connu qu'on a une pénurie de photo-interprétateurs, par exemple. Et c'est très important pour, je dirais, identifier les cibles et pouvoir ensuite mener un certain nombre d'opérations militaires. Avoir effectivement une capacité à partir soit de l'imagerie spatiale, soit des images qui viennent d'un pod de reconnaissance, avoir de l'intelligence artificielle pour augmenter la reconnaissance automatique de cibles, a une plus-value très très importante pour les forces armées. Voilà 3 applications de ces technologies digitales dans des mondes qui sont un peu loin du B2C, moins connus et pour autant très importants. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour créer de l'emploi? Si je reviens à la question initiale, je pense qu'on a besoin, quand je dis 4 choses, au moins de 4 choses. D'abord, on a besoin d'une vision et d'une volonté politique. Si on veut mettre notre écosystème en route, on n'est pas les États-Unis, on n'est pas non plus l'Asie. On a besoin, au départ, d'une certaine impulsion ou d'une vision, je l'appelle moi une vision politique. Deuxièmement, on a besoin de mettre en place une filière forte, avec souvent une ou des locomotives. Moi, je regarde ce qui se passe dans le domaine de l'aéronautique, qui marche plutôt bien. On a une filière forte qui est tirée avec un syndicat professionnel comme le GIFAS, avec une instance de dialogue qui s'appelle le CORAC, et qui permet effectivement de soumettre les idées et ensuite, derrière, d'aller de l'avant avec, troisièmement, un opérateur compétent et quatrièmement, des financements. Il faut que la puissance publique, sur des domaines qui sont risqués ou trop risqués pour que seule l'industrie privée les finance, puisse partager le risque avec des financements publics. Alors c'est pour ça qu'à un moment donné, j'avais émis l'idée qu'on mette en place une DARPA à la française. C'est pas pour créer une énième, je dirais, boîte à outils, mais c'est pour illustrer le fait que sur ces questions du digital, des innovations de rupture, aujourd'hui, il n'y a pas ou très peu ou trop peu de financement public et d'organismes compétents qui peuvent effectivement remplir les conditions 3 et 4 de ce que je viens d'énoncer. Je pense qu'avec tout ça, on a tout en main pour garder nos jeunes, garder nos talents et faire en sorte qu'ils vivent des aventures à la fois industrielles ou entrepreneuriales. On a écouté une start-up tout à l'heure, juste au début de ce petit amphi. On a tous les moyens de les garder dès lors qu'on les fait rêver. On a su faire rêver une génération avec la conquête spatiale, il y a 40 ans ou un peu plus. C'est pas faux. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a fait rêver. Je pense qu'on a tous les moyens de faire rêver une autre génération, une nouvelle génération, grâce à ces applications, à ces usages. Par contre, il faut mettre en place un certain nombre d'ingrédients de manière à y arriver et surtout d'y arriver vite. Alors, Patrice Ken, vous avez ouvert beaucoup de débats. On va en prendre quelques-uns, parce qu'on n'aura pas le temps, évidemment, dans le temps imparti. J'ai une question.
un peu franchouillarde, et même qui se situe au-delà de la France. Où se situe la France et l'Europe dans les enjeux de la numérisation? Est-ce qu'on a pris le bon train de la digitalisation aujourd'hui, au regard de votre expertise et de votre sentiment personnel? Est-ce qu'on a, je dirais, un certain nombre d'ingrédients favorables? C'est un petit peu ce que j'ai essayé de dire en introduction. Je pense que oui. Et ça, il faut qu'on soit optimiste, qu'on arrête le French bashing, qu'on se dise qu'il y a des choses formidables, et c'est pas uniquement dans la Silicon Valley ou dans d'autres endroits du monde que les choses avancent et bougent. À partir de là, sur ces questions-là, je pense qu'on ne va pas assez vite. Voilà. Je passe beaucoup de mon temps dans des pays comme les États-Unis. Je vais vous parler aussi de la Chine. La Chine est le premier pays en termes de production de recherche académique sur l'intelligence artificielle. Les choses avancent très très vite dans ces pays-là. Voilà. Et donc, il n'est pas trop tard. Ça, c'est la bonne nouvelle. En tout cas, c'est mon sentiment. Il n'est pas trop tard. Par contre, il faut qu'on avance vite, très vite, si on veut que l'Europe tienne sa place dans ces domaines-là. Et encore une fois, on a tout pour y arriver. C'est un problème de financement ou c'est un problème de volonté politique, ou les deux? Je reviens à mes 4 points, je pense qu'on a besoin des 4. Il nous faut effectivement, franchement, il nous faut une impulsion politique pour, je dirais, se mettre en branle, mais ça ne suffit pas, évidemment. Il faut des financements, encore une fois, sur ces innovations qui sont vraiment, je dirais, de rupture au sens difficile à être assumées totalement par l'industrie. Et pourtant, Dieu sait qu'on en prend des risques. Je regarde un groupe comme Thales, c'est 2 à 3 milliards d'investissements chaque année sur fonds propres ou indirectement dans nos contrats. Mais pour autant, on voit bien que ce n'est pas suffisant. Et il faut que la puissance publique puisse aider la filière. Quand je dis aider la filière, ce n'est pas que aider les grands groupes, c'est aider aussi les entreprises de taille plus petite, y compris les start-up. Il y a besoin effectivement, je dirais, de mettre du carburant dans le moteur pour faire que la voiture avance. Et puis je pense que dans notre pays, il faut aussi un organisme compétent pour instruire ces demandes, pour dialoguer avec la filière. La filière industrielle ne peut pas discuter qu'avec elle-même ou qu'avec des responsables politiques. C'est donc pour ça qu'on n'a pas plus de success story, les fameuses licornes en France, alors que pourtant, on nous cesse, quand on regarde la presse, quand on lit la presse, on nous cesse de faire l'éloge de la French Tech. Finalement, est-ce que son succès est pas surestimé ou pas? Non, on a de très très beaux succès, je trouve, en France et en Europe. Ce qui nous manque effectivement, c'est ce que j'appelle moi le passage à l'échelle. Donc ces fameuses licornes, par exemple, c'est ces entreprises qui arrivent à avoir une valorisation de plus d'1 milliard. Alors ça, c'est pas directement lié à la taille, mais ça donne une certaine idée, je dirais, de la surface financière de ces sociétés. En fait, on en a très peu. Souvent, on cite 1 ou 2 en Europe. Là où, typiquement, les États-Unis en génèrent effectivement un nombre considérable, et alors avec des facteurs d'échelle qui donnent le vertige. Donc, oui, on a effectivement énormément de start-up en France, un écosystème extrêmement dynamique. Par contre, quand vous regardez effectivement lesquels sont capables 2, 3, 4, 5 ans plus tard vraiment d'exploser, dans le bon sens du terme, il y en a très très peu. Et alors pourquoi ça marche mieux aux États-Unis? C'est une question de financement, encore une fois, ou c'est une question d'entreprise? Il y a plusieurs facteurs, et puis je dirais ils sont adaptés à ce pays-là. Il ne faut pas forcément chercher à les reproduire, mais d'abord il y a une défense culturelle. Aux États-Unis, on n'a pas peur d'échouer. Il y a même des expressions, c'est fail fast, quitte à échouer, échouons vite, et vous n'êtes pas pénalisé pour autant. Les États-Unis, par ailleurs, ils ont la chance d'avoir un marché qui est entre 20 et 50 fois plus grand. Le marché intérieur européen, certes, il est peut-être comparable à la taille des États-Unis, mais en fait, ce n'est pas un seul marché. Enfin, je veux dire, si vous êtes une start-up, vous réussissez bien en France, vous voulez partir à l'assaut, je sais pas moi, de l'Allemagne ou des Royaumes-Unis, je veux pas dire vous recommencez à zéro, mais enfin, c'est pas la même langue, c'est pas totalement le même environnement réglementaire, c'est pas le même environnement social, etc., etc. Donc les États-Unis, c'est vrai, structurellement, un marché qui est lui homogène, vraiment homogène, et 20, 30 ou 50 fois plus grand que le nôtre.
Et puis, ils ont, c'est vrai, alors cette fois-ci, pas tellement pour le public, par l'agent public, quoique, mais un financement privé extrêmement puissant à tous les stades, les différents stades A, B, C, etc. Au fur et à mesure que les entreprises grandissent, il y a effectivement des investisseurs qui prennent le relais pour aller jusqu'à l'étape suivante. C'est un thème qui est cher à toutes les entreprises françaises et notamment à Thales. Est-ce que la numérisation a accentué la guerre des talents? Et comment la France et l'Europe peuvent-elles gagner cette guerre face aux États-Unis? La guerre des talents, ça je peux vous dire qu'on la voit. Embaucher aujourd'hui un très très bon data scientist ou un jeune qui sort avec un niveau excellent en matière d'intelligence artificielle, vous êtes aux États-Unis, les salaires d'embauche, c'est entre 1 à 2 millions de dollars. Bon, je vous dis tout de suite, Thales n'est pas capable de se les offrir. Donc effectivement, oui, il y a une vraie guerre de talent, parce qu'il y a pénurie, si je puis dire, dans ces filières de formation, et puis en plus ça prend du temps pour les former. C'est pas parce qu'on le décide aujourd'hui que demain, on aura effectivement un certain nombre de jeunes bien formés qui vont arriver dans les entreprises. Donc oui, effectivement, cette guerre existe. Pour autant, en Europe, d'abord, on n'est pas sur le même standard. Et ce qui compte, si on veut les garder au profit des industries européennes ou des start-up ici, je crois qu'il faut d'abord et avant tout leur offrir ce que j'ai appelé des aventures industrielles ou entrepreneuriales. Voilà. Il faut faire rêver, il faut qu'ils puissent effectivement rêver ou trouver des gens qui les inspirent, comme Elon Musk, par exemple, peut faire rêver peut-être aux États-Unis, je veux dire, ou des gens comme Peter Thiel ou d'autres, qui sont capables aussi de générer de manière plus ou moins spontanée tout un tas de vocations là-bas pour créer son entreprise et puis s'investir dans ces domaines-là. Ça veut dire qu'en France et en Europe, il n'y a pas de patron qui incarne cette volonté de rêver? Je ne serais pas aussi sévère, et puis je ne suis pas là pour juger les uns les autres, mais en tout cas, les États-Unis bénéficient effectivement de gens, de personnalités, je veux dire, extrêmement visibles, extrêmement vocales, emblématiques, oui, absolument. Qu'est-ce que la numérisation a changé dans la façon de travailler de Thales et dans son offre commerciale? Est-ce que ça a beaucoup changé ou pas? Ce qui est en train de changer, c'est que de plus en plus, on va vers ce qu'on appelle une industrie de plateforme. On l'a bien compris dans le B2C, avec des plateformes comme Airbnb, Uber, qui sont devenues célèbres, je peux presque en dire malgré elles parfois. Mais dans notre monde, on va aussi vers une industrie de plateforme. Une industrie de plateforme, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une industrie qui, de plus en plus, vendra non pas, je dirais, du hardware, des équipements, des systèmes, des produits, mais des services, les services associés. Voire même ce qu'on appelle dans le jargon des as-a-service, c'est-à-dire vous achèterez que ce que vous consommez, vous n'avez pas besoin d'avoir la propriété du matériel. On cite souvent des exemples, peut-être que dans 5 ans, vous n'achèterez pas une voiture, mais de la mobilité. Vous achetez un service et non plus un produit. Voilà. Donc dans nos domaines, effectivement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de plus en plus, on sera amené à vendre, j'espère encore beaucoup de produits, mais aussi les services associés. Et ça va prendre une part de plus en plus grande. En interne, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, vous regardez les entreprises qui sont vraiment digitales, pas celles qui en parlent, mais celles qui la pratiquent. Ça demande des environnements de développement beaucoup plus agiles. Parce que les cycles sont beaucoup plus courts. Et là, encore une fois, dans le B2C, on le voit bien. Il suffit de voir le nombre de fois où ces petits objets se mettent à jour en se connectant tout seuls sur une plateforme. Dans le monde de l'aéronautique, dans le monde de la défense, dans le monde du spatial, là aussi, les choses sont en train de bouger. Ce qui est paradoxal, puisque ce sont en général des programmes très très longs. Alors, les programmes sont très longs, mais justement, si on bascule vers une industrie de plateformes et de services, là, vous pouvez commencer à imaginer des mises à jour, si je puis dire, qui soient effectivement à des rythmes beaucoup plus élevés que des programmes d'armement ou des programmes spatiaux, des programmes aéronautiques qui mettent 5 ou 6 ans de développement avant de commencer une vie, et qui elle-même est beaucoup plus longue d'ailleurs. Ça veut dire, si je résume grossièrement, ça veut dire qu'on pourrait avoir un nouveau Rafale tous les 6 mois, enfin updaté? Regardez ce que fait Tesla.
Tesla met à jour sa voiture ou ses voitures par logiciel. Il vous pousse les logiciels dans la voiture. Et puis là où effectivement vous n'aviez pas la conduite automatique sur l'autoroute il y a quelques années avec votre Tesla, la même voiture a été mise à jour pour pouvoir effectivement vous offrir un premier niveau d'autonomie, alors certes dans des conditions définies, et vous n'avez pas changé de matériel. Pourquoi pas effectivement appliquer ça à des matériels de nature différente, peut-être pas le Rafale, je ne sais pas, mais dans un monde qui est plus proche du nôtre que celui de l'automobile. Alors, avec la numérisation, il y a quand même une contrepartie. Il y a quand même la menace cyber. Les entreprises aujourd'hui sont de plus en plus ouvertes, mais paradoxalement, la menace cyber n'a jamais été aussi forte. Comment gérez-vous ce paradoxe chez Thales et pour vos clients ? De toute façon, je ne sais pas si vous dire c'est un mal nécessaire, mais c'est devenu une obligation. C'est ce que je disais, à partir du moment où vous avez la connectivité, vous connectez des objets qui sont bourrés de logiciels, les capteurs, les senseurs sont aujourd'hui quasiment tous numériques, et que vous rendez ces objets ou ces plateformes autonomes, vous êtes obligé de vous préoccuper de ces questions-là. Donc effectivement, soit pour nos propres besoins, un groupe comme Thales, ou que ce soit pour les plateformes de nos clients, je veux dire, il faut absolument apporter le meilleur niveau possible de cybersécurité. Alors, on est bien d'accord que la parade absolue, elle n'existe pas, que c'est un peu la course où chacun, je veux dire, empile les sacs de sable et puis l'autre essaye de passer par-dessus avec une échelle. Mais en tout cas, il faut absolument, effectivement, s'en préoccuper, sans quoi le système s'effondre, le système ne marchera pas. Alors, on l'a vu avec Julie Grolier, qui nous a présenté tout à l'heure un petit peu un aperçu de l'intelligence artificielle. Comment un groupe de technologie comme Thales vit la montée en puissance de l'intelligence artificielle et où se situent les limites en termes éthiques de cette intelligence artificielle? Où sera finalement l'homme dans la décision finale? Vaste question, débat. oui. Vaste débat. Quelle est votre expertise et votre sentiment avant de passer la parole à la salle? Vaste question pour une fin d'après-midi. D'abord, je pense qu'on apprend pas à pas. Soyons modestes. Je vous ai cité un certain nombre d'applications sur lesquelles on travaille. Ce que j'ai cité ne pose pas de questions éthiques aujourd'hui. Je veux dire, optimiser les trajectoires des avions, je dirais en vol de manière dynamique, j'ai presque envie de dire c'est bon pour tout le monde, et à commencer par l'environnement, parce que ça va aller dans le sens d'une moindre consommation de carburant, par exemple. Il est évident que des applications plus dans le domaine militaire pourraient poser ce type de questions. Elles vont sans doute, ces questions vont sans doute se poser. C'est pas une façon de botter aux touches, mais je pense que ceux qui doivent être, je dirais, non pas à l'initiative, mais en tout cas guider cette réflexion, c'est d'abord les responsables politiques. Encore une fois, c'est pas pour se défausser, mais les industriels peuvent y participer, donner leur point de vue, leur avis, apporter un éclairage d'ailleurs sur les limites technologiques qu'on voit aujourd'hui sur ces questions-là. Après, c'est une question de société, et là, c'est bien la responsabilité des politiques de mettre des limites ou définir, en tout cas, je dirais, des frontières à ne pas dépasser. Merci. On va passer la parole à la salle. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, au premier rang. Tout premier rang, s'il vous plaît. Merci, bonjour, Yann Magnan, directeur de la stratégie du groupe OSI. J'ai pu entendre en fait la guerre des talents, on a parlé du digital, de l'importance d'attirer ces talents. Et la plupart des grands groupes en fait s'arment d'une part de labs, d'incubateurs à start-up et de digital factory. Pourriez-vous nous donner, vous qui lancez actuellement, j'ai pu lire dans la presse et certainement dans la tribune, le lancement de votre Digital Factory et le rôle qu'il aura en fait au sein du groupe Thales? Oui, c'est quelque chose d'assez effectivement répandu, si je puis dire. En tout cas, les noms sont connus dans ce milieu-là. En général, ces Digital Factory ont au moins, je dirais, quatre axes. La première, c'est la mise en place. Il y a beaucoup de mots anglais, ne m'en voulez pas.
d'abord d'une Digital Foundry, c'est-à-dire effectivement une infrastructure qui va permettre de développer ces fameuses offres de services, ces fameux usages, et à disposition des développeurs. Deuxièmement, c'est la mise en place d'équipes pluridisciplinaires, j'appelle ça un centre d'excellence, on peut l'appeler comme on veut, hein, qui rassemble, en tout cas de mon point de vue, des experts venant de ces 4 grands pans technologiques, les data analytics, l'AI, des architectes cyber et des gens du monde de l'IoT, qui vont effectivement, eux, utiliser cette fonderie et commencer à développer un certain nombre de choses. Troisièmement, vous trouvez très souvent, et c'est ce qu'on est en train de mettre en place, une Digital Academy, une académie du digital, parce que dans nos groupes, force est de reconnaître qu'on est un vieux groupe, il faut être capable de diffuser cette culture. Vous ne pouvez pas, je dirais, de manière durable, fonctionner avec deux mondes. Le monde des anciens, le monde des modernes. Et donc, diffuser effectivement à la fois ces technologies et ces cultures dans un groupe qui fait 64 000 personnes, ça s'organise. En tout cas, ça ne se fait pas tout seul. Et puis, quatrième chose, ou quatrième aspect que vous trouvez, c'est effectivement un incubateur. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est convaincu que vous ne pouvez pas progresser si vous ne pratiquez pas l'innovation ouverte. C'est devenu à la mode il y a quelques années, mais enfin, j'ai envie de dire qu'on la pratique depuis très très longtemps. Et donc, être en lien, en prise ou en connexion avec l'écosystème, typiquement les fameuses startups, entre guillemets, est absolument clé. D'ailleurs, dans ce domaine, en plus de notre propre Digital Factory, on va dans d'autres, je dirais, incubateurs. On a, par exemple, été sélectionné par Station F, hein, qui a été lancé par Xavier Niel, pour être l'industriel, je ne sais pas comment on dit, parrain ou sponsor, ou qui va être là pour aider les startups sur la thématique de la cybersécurité. Voilà, un autre moyen de rester effectivement au plus près d'un écosystème et pas seulement avec ses propres forces d'ingénierie ou de recherche. Des questions dans la salle? Oui. S'il vous plaît. Merci. Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Kane, bonjour. Je suis Rebecca El-Kaïm, étudiante en 4e année d'école d'ingénieur, en aéronautique et spatiale, justement. Vous parliez justement de ces jeunes que vous voulez attirer et faire rêver, et de ces fuites de cerveau. Est-ce que vous ne penseriez pas qu'il faudrait plutôt vous rapprocher de certaines écoles? Parce que comme vous l'avez dit, on sort d'école finalement, mais on n'est pas assez bien formé avec la rapidité des technologies, tous les contrats qui sont à venir et qui demandent à ce qu'on ait un gain de temps supplémentaire à chaque fois. Donc est-ce qu'il serait possible plutôt pour vous, mais également les autres personnes dans la salle qui sont dans ce domaine, d'avoir un partenariat, peut-être un rapprochement avec les écoles elles-mêmes pour justement répondre aux attentes des entreprises comme la vôtre. Et donc, comme ce qu'on voit finalement aux États-Unis, les grands groupes sont déjà en étroite collaboration avec les universités. Enfin, je vous remercie de votre question. On est déjà présent dans énormément de forums auprès je dirais, dans les journées portes ouvertes des écoles. On fait énormément, alors à l'échelle de notre groupe, hein, je veux dire, non pas d'efforts, parce que d'ailleurs c'est un plaisir en plus d'aller à la rencontre des jeunes pour effectivement déjà présenter ce qu'on fait, se faire connaître. Et puis pouvoir dialoguer et effectivement vous attirer, hein, vous donner envie de nous rejoindre. Après, je ne suis pas sûr qu'on ait la capacité de le faire dans toutes les écoles d'ingénieurs ou dans toutes les universités. On est obligé de sélectionner. Mais on le fait et vous avez raison, c'est très important. Quand je regarde un des classements qui fait un petit peu référence dans le domaine, dans la catégorie ingénieur, Thales est classé numéro 3 en termes d'attractivité. Les gens d'entreprises pour lesquelles les jeunes ont envie de travailler. Derrière Google et Airbus, quand même pas si mal, si je puis dire, surtout pour un groupe qui n'est pas grand public. La marque Thales, elle est peut-être connue un peu dans le monde des ingénieurs, mais elle n'est pas connue si vous, je pense, posez la question en sortant de la maison de la chimie. C'est pas forcément une marque qui est connue. Donc,
Oui, il faut le faire, vous avez raison, on le fait à la hauteur de nos moyens. Et puis, il est vrai que dans le monde du B2C, l'impact des marques est beaucoup plus fort. Hein. Qui ne connaît pas Facebook? Les marques que j'ai citées tout à l'heure viennent tout simplement du fait qu'elles font partie de votre vie quotidienne. J'ai une question pour vous, Monsieur Ken. Avec les enjeux de numérisation, d'intelligence artificielle, comment voyez-vous votre groupe d'ici 10-15 ans? Je pense qu'il faut à la fois, je dirais, garder ce qu'a fait notre force jusqu'à présent. Et cette force, elle provient, je dis ça avec modestie qu'il se doit, mais dans cette capacité à embrasser un champ technologique très large et de développer, de mettre au point des capteurs, des produits, des systèmes extrêmement performants dans des environnements extrêmement agressifs. Quand je dis agressif, c'est en termes de température, vibration, compatibilité électromagnétique, résistance au choc, résistance au rayonnement cosmique, etc. Ce qui est en train de bouger et ce qui va faire que le groupe va évoluer, c'est que ces capteurs vont d'abord, ils sont en train d'être quasiment tous numériques, et ils vont être accompagnés de cette dimension service dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire pas seulement vendre effectivement des capteurs de très très haute capacité ou hautement performants, mais être capable de s'accompagner de services et aussi de devenir autonome. Autonomie, intelligence artificielle, hein. Effectivement, demain, je pense que, ou après-demain, on aura des capteurs de plus en plus autonomes et dont la numérisation nous permettra de les commercialiser, de les vendre sous forme de services plutôt que de les vendre sous forme d'achat de produits en tant que tels. Alors j'ai l'impression que un des atouts, parce que vous en avez beaucoup chez Thales, un de vos atouts, c'est votre expertise dans la cybersécurité, ce qui vous permet d'avoir une différenciation avec vos concurrents. Est-ce que c'est un domaine sur lequel vous allez capitaliser encore? Oui, parce que effectivement, quand je dirais, il suffit de regarder l'évolution de ce qu'on fait, et encore une fois, c'est bourré de logiciels tout ce qu'on fait. Hein. Ne pas prendre en compte la dimension cyber serait à la fois une faute et une faiblesse. Je pense qu'un des valeurs ajoutées ou des discriminants que le groupe peut amener, c'est effectivement non pas uniquement mettre à disposition de nos clients des systèmes safety critical, comme on dit, hein, critiques pour la sûreté de fonctionnement, mais aussi de les protéger, jusqu'à un certain niveau bien sûr, de la menace cyber, qui est, je dirais aujourd'hui, totalement inhérente à ce monde du logiciel. Donc oui, on va continuer à se développer, à investir. C'est un domaine, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, qui n'arrête pas de progresser, hein, pour le meilleur et pour le pire parfois, qui n'arrête pas de progresser et sur lequel nous-mêmes, il faut qu'on continue d'investir, soit de manière organique, mais aussi par des acquisitions. Hein, quand on va acheter une entreprise comme Vormetric aux États-Unis, qui est aujourd'hui leader de la gestion des données sécurisées, voilà, c'est un moyen aussi de se renforcer, pas uniquement en comptant sur nos propres forces, mais en accueillant dans la famille Thales des leaders mondiaux. Est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle? Oui, bonjour, Max Alton. Je voudrais savoir si on se dirige vers une société à coût de production nul. C'est-à-dire, là, vous quittez le domaine du hardware pour vous déplacer vers le software et les services. Le domaine de production, en fait, il est à coût de plus en plus faible. Est-ce que la valeur, maintenant, c'est dans le design et les services? En tout cas, pour une entreprise, je prétends pas répondre pour toute l'industrie. Hein. Ce qui fera qu'on sera, je dirais, encore là dans 10 ans, croisons les doigts, et notamment en France. La moitié du groupe est encore en France, hein, 34 000 personnes. Ce sera notre capacité, ou pas, à vraiment innover et créer des choses que nos compétiteurs ne peuvent pas. Voilà. Ça ne va pas se jouer tellement sur les coûts de production. D'ailleurs, on fait peu de production chez Thales, on est vraiment dans de l'intégration. On intègre typiquement de l'électronique
et on embarque du logiciel. Le logiciel, c'est notre valeur ajoutée. L'électronique qu'on intègre, le plus souvent, on l'achète. D'accord ? Ce qui va compter au bout du bout, c'est la capacité de valoriser ces innovations ou ce niveau d'excellence technologique vis-à-vis de nos clients. Donc c'est vraiment la force de la R&D. C'est pour ça que moi je me bats, entre guillemets, pour qu'on conserve, voire même qu'on aille au-delà de ce qu'on fait aujourd'hui, le crédit d'impôt-recherche en France. Le crédit d'impôt-recherche en France, c'est vital pour un groupe comme Thales. Si je perds le crédit d'impôt-recherche en France, je ne serai plus capable, à terme, de soutenir des centres de R&D sur un territoire comme le nôtre, en vertu des écarts, je dirais, de coûts que je vois dans d'autres pays, de coûts de la recherche, tout simplement. Voilà. Donc il faut se battre, en tout cas pour un groupe comme Thales, il faut se battre sur la recherche, sur l'innovation, sur l'ingénierie. On a encore des centres d'intégration, on aura toujours du matériel à vendre. Ce qui est vrai, c'est qu'une grande partie de l'électronique qui rentre dans nos matériels ne sont pas forcément produits en France. Ils viennent d'Asie, typiquement, et sont plus ou moins des commodités, on va dire ça comme ça, plus ou moins des commodités. Monsieur, vous avez une question là, au milieu de la salle. Le micro arrive. Bonjour, vous venez de faire l'acquisition de Guavus. Est-ce que vous pouvez expliquer comment ça s'inscrit dans la stratégie numérique de Thales? Oui, tout à fait. Guavus est une entreprise, je l'appelle une vieille start-up, une start-up qui a une petite dizaine d'années, on va dire ça comme ça, qui a déjà 250 personnes, hein, qui a une certaine taille, qui a développé une plateforme Big Data dans une verticale de marché que sont les opérateurs, les telcos, les opérateurs télécoms aux États-Unis. Ils ont comme clients quasiment tous les plus grands opérateurs télécoms aux États-Unis, soit pour le mobile, le fixe, l'Internet, etc. Pourquoi elle nous a intéressé, cette plateforme Big Data, cette plateforme digitale? Pour au moins 2 raisons, et qui sont fondamentales dans nos 5 verticales à nous, si je puis dire. La première, c'est qu'elle est capable de traiter les données et donc faire tourner les algorithmes, les fameux data analytics, en temps réel. Et ça, toutes les plateformes Big Data ne sont pas capables de faire ça. Et deuxième caractéristique qui est très importante, en tout cas dans nos métiers, c'est que le taux de disponibilité, le taux de reliability de la plateforme est de ce qu'on appelle les fameux 5-9 dans l'industrie des telcos, donc avec une précision effectivement de 99,9999. Bon. Et ça, dans nos domaines qui sont safety critical, d'avoir un très haut taux de disponibilité était très important. Alors comment on va travailler avec Guavus? D'abord, les laisser se développer dans leur monde initial, qui est celui des opérateurs télécoms. Il n'y a aucune raison d'arrêter de travailler avec ces clients-là. Mais par ailleurs, de poser, si je puis dire, sur cette plateforme, je fais exprès de faire un geste horizontal pour montrer que, effectivement, cette plateforme va nous permettre de poser dessus des applications verticale par verticale dans nos 5 gros marchés. Typiquement, ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur le contrôle du trafic aérien, pour l'instant, on l'a posé sur une plateforme interne. Maintenant, poser cette application sur une plateforme qui a prouvé et qui est éprouvée d'un point de vue industriel, puisqu'elle fonctionne avec des vrais clients très exigeants que sont les opérateurs télécoms, va nous permettre de gagner forcément 1, 2 ans, 3 ans en termes de mise au point, de fiabilité, que si on l'avait fait par nous-mêmes. Voilà. Donc on va poser, si je puis dire, des applications métier par métier sur cette plateforme digitale. Ok, je vous remercie Monsieur Ken. Merci beaucoup. Je vous demande de l'applaudir.